Bonjour et re-bienvenue encore une fois dans l'univers d'âme stellaire. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de ma saga. Avant toute chose, j'avais envie de dire aux gens qui me découvrent récemment ou qui tombent sur cette vidéo par hasard, vous avez peut-être été interpellés par le titre. Donc, je vous inviterai à aller sur ma chaîne YouTube, à aller dans l'onglet liste de lecture. Pourquoi? C'est simple, ça fait des années que je publie des vidéos sur YouTube, donc nécessairement sur ma chaîne, il y en a plusieurs. Et parfois, les gens sont un peu perdus, ils savent pas trop par quoi commencer. Donc, dans l'onglet liste de lecture, tout est regroupé par thématique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore créer. Donc, j'ai créé plusieurs formats de vidéos, je vais dire. Il y a mes vidéos documentaires où est-ce que vous ne me voyez pas à l'écran, mais dans lesquelles j'explore des thématiques en profondeur avec des images, de la musique. Il y a mes listes de lecture de livres audio. Donc moi, je le rappelle, je suis auteure à la base, en plus de faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai écrit 3 sagas. Donc j'ai écrit Flammes jumelles, j'ai écrit Eden et j'ai écrit Âme stellaire. Et actuellement, sur ma chaîne YouTube, je lis des extraits de mes sagas pour les faire connaître, pour en parler parce que j'adore faire connaître mes histoires. J'ai aussi dans mes différentes listes de lecture des vidéos que je fais en duo avec une bonne amie à moi, avec Geneviève Lafleur. Donc tout ça pour dire que quand vous allez explorer là, sur ma chaîne YouTube les différentes listes que j'ai créées, c'est plus facile pour vous de trouver qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter. Et aussi, ben là, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi je vais poursuivre dans ma saga Âme stellaire, mais ça se peut que vous n'ayez pas écouté les premiers extraits. Donc pour vous, ça serait vraiment intéressant de commencer par le début. Donc par exemple, on reste dans Âme stellaire, vous allez dans l'onglet liste de lecture Âme stellaire et vous allez avoir vraiment le prologue avec le chapitre 1. Non, il n'y a pas de prologue dans cette saga, pardon. Il y a des prologues dans mes 2 autres sagas. Dans Âme stellaire, on commence tout de suite avec le chapitre 1. Donc, il y a vraiment un ordre dans tout ça qui est bien présenté sur ma chaîne, dans mes onglets. Donc, ça va être simple pour vous vous retrouver si vous voulez commencer là, par le début de l'histoire. Mais moi, là, je vais avancer. On est maintenant presque à la fin du livre 1, Utopia. Donc, je le rappelle, la semaine dernière, dans le chapitre 14, on assistait à l'ouverture du championnat annuel. Notre belle héroïne Evodia y participe. Donc, elle a vécu sa première journée. Je rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ils sont 10 participants de la cohorte d'Evodia à participer au championnat, mais ils sont beaucoup plus nombreux que tout ça parce que les élèves des autres années également vont participer. Donc, ils sont une centaine de participants. Le championnat se tient dans la forêt d'Utopia, qui est un endroit magnifique, merveilleux. Donc, la forêt d'Utopia, c'est une entité vivante. Et vous allez voir dans le passage que je vais lire, Evodia va pouvoir enfin l'explorer parce que depuis qu'elle a posé les pieds dans la forêt d'Utopia, elle a envie de partir à l'aventure, mais elle ne pouvait pas. Donc là, vous allez voir, je vais vraiment prendre le temps de décrire la forêt d'Utopia, qui est, je le rappelle, très très belle. Donc, Evodia a vécu également, dans le passage que je vous ai lu la semaine dernière, sa première épreuve. Donc, il va y avoir plusieurs épreuves qui vont jalonner sa route lors du championnat. Tout ça pour tester son potentiel, parce que je le rappelle, Alpha, qui est le chef des forces lumineuses, qui est le général de l'armée qui a mis sur pied pour protéger Jupiter. Alpha a mis sur pied ce championnat-là pour recruter des soldats, pour recruter des gens avec un haut potentiel, une grande force de caractère, beaucoup de volonté, d'intelligence, d'amour et de détermination. Donc, il a mis sur pied des épreuves selon le profil des participants. Ça, c'est important que je vous le dise parce que j'ai pas fait la lecture de ce chapitre qu'on retrouve là dans le premier livre, dans lequel Solaris explique tout ça à Evodia. Donc, Alpha, c'est lui qui a planifié l'évacuation qui a eu lieu sur la planète Terre. Au début de l'histoire, je vous rappelle, Evodia et sa sœur Dove ont été sélectionnés pour monter à bord du vaisseau Delilah et c'est là qu'ils sont amenés par la suite sur Jupiter. Donc, c'est Alpha, en fait, qui décide qui est sélectionné pour venir justement étudier à Utopia. Donc, Alpha détient toutes les informations nécessaires pour dresser le profil des candidats. Donc, Solaris va expliquer à Evodia justement ce que je suis en train de vous dire. Et Evodia, étant donné qu'elle est curieuse comme une fouine, elle lui demande à Solaris, est-ce que je peux voir le dossier qu'Alpha a créé? Et il va lui faire voir en partie. Donc, elle va avoir accès à son profil psychologique et son profil émotionnel. Par contre, Solaris ne lui montre pas la fin du dossier parce qu'il lui explique que
il y a des informations qui concernent son passé et Alpha ne veut pas que les participants du championnat aient accès à ces informations-là. Donc, moi, je vous donne l'info parce que ça va être quand même aussi important pour le passage qui va suivre. Mais tout ça pour dire que Evodia, elle connaît certains points qui ont été notés par Alpha dans son profil psychologique et émotionnel. Donc, c'est ce que Evodia a vécu, sa première épreuve. Elle a fait la connaissance de son évaluateur qui va l'évaluer tout au long du championnat. Je rappelle aussi qu'Evodia, en fait, son but, son intention première, c'est de remporter le candidat coup de cœur. Elle veut vraiment en mettre plein la vue, en donner plein la vue. C'est quelqu'un avec une belle personnalité, Evodia, qui aime être dans le feu de l'action, qui est très, très déterminée, très volontaire. Donc, elle le sait que ses collègues l'observent depuis l'amphithéâtre. Ses collègues vont voter pour leur choix de candidat coup de cœur, mais également les membres du conseil d'Alpha qui observent les participants du championnat qui vont également voter. Donc, Evodia va vraiment l'épuiser au fond de ressources insoupçonnées, de ses forces intérieures pour vraiment offrir la meilleure performance possible pour emporter le candidat coup de cœur et également emporter le championnat. Donc, elle a deux objectifs, je dirais. Tout ça pour dire qu'elle a vécu sa première journée. Ça s'est quand même bien déroulé parce que je rappelle l'épreuve qu'elle a dû affronter. C'était une épreuve dans laquelle elle était dans une cabane dans la forêt. Elle ne comprenait pas trop ce qu'elle devait faire au début. Ensuite, elle trouve une trappe. Elle lève la trappe. Elle se ramasse avec Margot dans le sous-sol de la cabane. Margot qui est une autre participante qui fait partie de sa cohorte. Et finalement, Evodia tombe dans le piège parce que Margot n'est pas réelle. C'est un hologramme. Je le rappelle, sur Jupiter, ils utilisent cette technologie-là très, très souvent. C'est une civilisation qui est beaucoup plus avancée, donc qui ont accès à cette technologie. Donc, l'évaluateur d'Evodia va se servir des hologrammes pour la piéger. Evodia tombe dans le piège, elle ne reconnaît pas qu'elle a devant elle un hologramme, elle est convaincue que c'est Margot, mais elle réussit quand même l'épreuve. Parce que Alpha, en fait, il a mis sur pied cette épreuve-là pour voir dans ses futurs soldats potentiels qui a le cœur ouvert. Pour lui, c'est un critère qui est important. Donc, il y a des critères bien spécifiques qu'Alpha recherche chez ses soldats. L'intelligence, l'ouverture du cœur, brin d'ADN également. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tes brins d'ADN sont connectés, plus tu as accès à tes capacités psychiques. Donc, nécessairement, ça va être un critère sur lequel Alpha va se baser pour recruter ses soldats. Donc, tout ça pour dire que Evodia, finalement, a fait preuve de compassion envers Margot. Donc, elle a réussi l'épreuve. C'est Aidan, qui est le partenaire de championnat d'Evodia, qui lui explique tout ça. Parce que lui, c'est un finissant. Il est à sa 5e année à Utopia et ça fait 3 fois qu'il participe au championnat. Il explique à Evodia que lui, lors de sa première participation, il s'est planté à cette épreuve-là parce qu'il était beaucoup plus tourné vers ses propres désirs. Il a laissé emporter son ego. Tandis qu'il aurait dû justement être plus à l'écoute des autres et privilégier le bien-être des autres. Donc, il donne cette info-là à Evodia et vous allez voir tout au long du championnat, Aidan va être vraiment gentil avec elle. Il va toujours lui rappeler, on forme une équipe et moi, mon but, en fait, c'est qu'on réussisse tous les deux et Aidan entretient le rêve que tous les deux gagnent finalement le championnat parce qu'il explique à Evodia que c'est la première fois qu'il y a une alliance qui se crée entre un débutant puis un finissant. Donc, il va y avoir beaucoup de jeux de séduction entre eux simplement pour permettre à Evodia et Aidan d'aller remporter les votes du public. Donc, ça, je vous le rappelle également parce que le petit jeu de séduction va se poursuivre, mais c'est pas bien vilain. Evodia, je le rappelle, il est en couple avec Solaris, qui est son âme sœur et même plus. On va découvrir plus loin dans l'histoire quel rôle joue Solaris exactement pour Evodia. Mais tout ça pour dire que le jeu de séduction avec Aidan, c'est vraiment juste pour conquérir le cœur du public. Sinon, je devais vous partager en fait que Solaris, au cours de l'année scolaire, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais il initie Evodia et il va lui expliquer qu'est-ce que c'est une harmonie vibratoire. Donc, sommairement, qu'est-ce que c'est? Quand on veut créer une harmonie vibratoire avec quelqu'un, c'est qu'on se connecte à l'autre au niveau du cœur. Et quand on est connecté de cette manière-là, on accède à des informations que l'autre peut garder là, enfouies au fond de lui. Donc, c'est super important que vous ayez cette info-là parce que vous allez voir Evodia
Dans le passage que je vais lire, elle va avoir plusieurs épreuves là, qui arrivent et son évaluateur, qui est un homme très très froid, va lui... En fait, il lui donnera pas l'info qu'elle a besoin. Donc, il faut qu'elle aille la chercher de façon vibratoire en créant cette harmonie vibratoire. Et il va dire, vous allez voir dans le passage, son évaluateur, elle l'aime vraiment pas parce que justement, c'est un homme très très froid. Et même si elle le sait qu'il fait exprès de se montrer là, un peu exécrable avec elle, ça lui rappelle en fait que tout au long de l'année, Solaris s'est montré justement très, très froid avec elle, donc elle aime plus ou moins ça. Par contre, il va dire ce qu'elle exprime, c'est qu'elle ne va pas se laisser intimider par lui, même s'il peut se montrer très exécrable envers elle. Il va dire, je le rappelle, elle a vraiment une personnalité forte, déterminée, volontaire. Donc, elle va dire, moi, c'est pas vrai que cet évaluateur-là, il va me déstabiliser, j'en ai connu d'autres, je suis prête à l'affronter. Sinon, je dois vous dire aussi, oui, qu'il y a un passage du chapitre que je ne vais pas lire, que je conserve là, pour les gens qui vont se procurer la saga pour que vous puissiez avoir des surprises là, au fil de votre lecture. Donc, c'est un passage où Evodia va tomber en hypothermie dans la forêt d'Utopia. Vous allez voir pourquoi, ça je vais vous le lire dans le passage, mais en fait c'est que Alpha, il est sur le terrain, j'allais dire il n'est pas sur le terrain. Oui, il est sur le terrain. Alcyona elle a informé les participants qui étaient déjà présents, mais qui ne devraient vraiment pas le rencontrer. Donc, Alpha, je le rappelle, il a la capacité de se bilocaliser, d'être partout à la fois, d'être omniprésent et d'être présent également dans les autres dimensions. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis Alpha, il n'est pas sur le terrain, il est là, mais pas physiquement. Mais tout ça pour dire que Alpha va voler la combinaison d'Evodia, parce qu'Evodia va se laver dans la rivière et elle va déposer sa combinaison près d'un arbre et Alpha va lui voler. Vous allez comprendre aussi le pourquoi beaucoup plus tard. Je vais vous garder en haleine. Tout ça pour dire que Evodia se retrouve nue comme un verre et elle va tomber en hypothermie pendant la nuit. Donc, il y a un passage là quand même très beau dans le livre où est-ce qu'on va voir vraiment la complicité qui s'est établie avec Aidan, son partenaire, qui va prendre soin de la réchauffer pour pas qu'Evodia perde ses doigts de pied, c'est ce qu'elle va nous dire, et ses dents parce qu'elle grelotte vraiment fort. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un beau passage dans le livre là. Ou est-ce que oui, Evodia est vraiment mis à l'épreuve parce qu'elle est sur le point de tomber en hypothermie, mais Aidan va être là pour elle. Donc tout ça pour dire qu'il va y avoir comme un passage là que je vais sauter et quand vous allez voir là qu'Evodia va raconter son histoire, elle s'est fait voler sa combinaison, elle va l'expliquer à Aidan. Et ensuite, on va sauter le passage et je vais vous dire, lorsque mon tour arrive, je me rends rapidement à la station 3. Donc ça, c'est Evodia qui parle, vous l'aurez compris. Donc c'est ça, c'est ce passage-là dans lequel Evodia va avoir été en hypothermie. Et là, en fait, c'est que par la suite, elle s'est fait appeler parce que presque à chaque jour, ils sont appelés. Il y a une voix d'homme qui résonne dans le ciel qui leur dit de se rendre à telle station. Donc là, Evodia a été appelée à la station 3. Donc c'est là qu'elle va se diriger. Ceci étant dit, je vous souhaite vraiment encore une fois une belle écoute. Gênez-vous pas pour inscrire vos commentaires, pour me dire comment vous avez trouvé l'extrait. J'essaie le plus possible de rendre les choses vivantes et intéressantes pour vous. Donc, d'avoir votre retour, moi, ça me fait toujours chaud au cœur. Et pour les personnes qui souhaitent m'encourager, parce que vous savez, moi, je fais ça de façon tout à fait gratuite parce que ça me fait vraiment plaisir. J'adore partager mes créations. Mais pour les personnes qui voudraient m'encourager, ben la façon à suivre, c'est pas compliqué, c'est de vous procurer la saga. Elle est disponible sur Amazon en format papier et en format e-book. Donc, je vais mettre comme toujours là, les liens pour vous diriger sur Amazon le plus facilement possible. Les liens sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. La nuit s'est avérée plus fraîche que prévu et la rosée du matin a laissé de petits cristaux scintillants sur ma combinaison. Elle m'a néanmoins gardé au chaud et je me promets de remercier Ernest pour sa prévoyance. Par contre, j'ai dû aller me soulager la vessie à 2 reprises et c'est la galère de ce côté. J'en ai au moins pour 15 minutes à me tortiller comme un ver et si des loups rôdaient dans les parages, ils ont dû se marrer.
C'est surprenant de constater que dans la forêt, des gestes anodins de notre quotidien prennent une toute autre dimension. Mais puisque j'ai vécu la majeure partie de ma vie sur une ferme, je n'ai pas trop de mal à m'adapter. Aidan non plus. Il est comme un poisson dans l'eau et m'a surpris en fabriquant une canne à pêche durant la nuit. Après son épreuve hier, il a demandé à recevoir une épingle à couche, qu'il a tordue pour en faire un hameçon. En guise de ligne, il a utilisé un de ses lacets et j'ai désormais bon espoir de faire une prise. Malheureusement, je rentre bredouille au campement. Au moins, j'ai eu l'occasion de me baigner dans la rivière. Étonnamment, mes cheveux restent tirés vers l'arrière, malgré mes efforts pour me débarrasser du produit gluant qu'Ernest m'a mis sur la tête. Je connais plusieurs terriennes qui auraient vendu leur âme pour avoir accès à ces produits de beauté. Tu es très jolie ce matin, roucoule Aidan avec un sourire charmeur. Je lui renvoie le compliment. Ernest n'est pas le seul styliste talentueux d'Utopia. Comme la veille, sa tignasse blonde est parfaitement désordonnée. Il s'assoit à mes côtés, exhibant les trésors qu'il a dans la main. Je t'ai cueilli quelques baies. Une fois de plus, sa gentillesse me touche et je sens mes joues rougir légèrement. Merci. Et toi, tu as mangé? Oui, on ne sait jamais quand on va nous appeler, alors vaut mieux être prêt. Tu as raison, opinai-je en lui tendant sa gourde. Le soleil s'est levé alors que je me rendais à la rivière et la journée promet d'être chaude. Quelle épreuve crois-tu que je vais affronter aujourd'hui? Je lui demande. Difficile à dire, mais je sais que tu la réussiras haut la main. Par contre, j'aime mieux te prévenir. Les défis vont devenir de plus en plus exigeants. Alpha veut évaluer notre résistance, et plus les jours avanceront, moins on aura d'énergie. La faim et la fatigue seront vraiment difficiles à supporter après 2 semaines, et c'est à ce moment-là que les épreuves les plus complexes nous sont envoyées. Ça veut dire qu'il y aura des jours sans défi? En effet, mais cela ne veut pas dire que nous pourrons nous reposer. Il arrive parfois que nos abris soient endommagés par les intempéries. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'orage à l'horizon. On devrait en profiter pour explorer un peu. Bonne idée. La forêt d'Utopia est encore plus spectaculaire que les jardins qui entourent le château. Selon Solaris, les vieilles âmes ont un besoin vital de se connecter à la nature le plus souvent possible et elles savent apprécier la beauté qui en émane. Ici, des cascades aux eaux pures chuchotent des mélodies apaisantes, tandis que les sentiers serpentent entre des cristaux de roche aux formes et aux teintes variées. J'ai le coup de foudre pour une pierre turquoise en forme de cœur. Il y a un petit trou au centre et avec l'un de mes lacets, je fabrique un pendentif qui symbolise désormais ma connexion avec ce lieu enchanteur. Dans le secteur est, d'imposants cristaux s'élèvent majestueusement vers le ciel, rappelant les fontaines dansantes du Bellagio. Comme avec les Moai, je m'approche de l'un de ces monolithes de lumière et l'enlace instinctivement. Une sensation de fourmillement parcourt mon corps tout entier, signe indubitable d'une montée en vibration. Grâce à ce phénomène, je parviens à faire léviter les petits galets blancs qui tapissent le sol de la plage. C'est le secret dont Solaris n'a eu de cesse de nous parler. Nos vibrations sont la clé qui ouvre toutes les portes. Plus elles s'élèvent, plus nous accédons aux potentialités qui sommeillent en l'être humain. Avec Aidan à mes côtés, nous nous aventurons ensuite vers le secteur ouest. Une mer de roses tapisse le sol, tandis que les arbres ressemblent à des cornettes crémelacées. Aidan me propose de grimper sur ses épaules pour que je puisse prendre une lichée de sorbet à la framboise. Son parfum est exquis et cela me nourrit en énergie. Une fois de plus, je constate que Solaris avait raison. Au sein de ce monde foisonnant, des milliards d'échanges énergétiques s'entremêlent entre tous les êtres vivants, créant une symphonie harmonieuse. L'image d'une immense autoroute cosmique se dessine dans mon esprit, où la circulation est fluide et naturelle. Chaque être apporte sa contribution à cet élan vital. Dans cet état de fusion avec mon environnement, une profondeur nouvelle imprègne mon existence et je reconnais enfin le cadeau qui m'a été offert. Grâce à mon hypersensibilité sensorielle, je ne suis pas simplement un observateur, mais une partie intégrante de ce vaste réseau d'échanges. Cette prise de conscience me comble de joie. Nous ne sommes jamais seuls en réalité, et c'est l'un des messages que je souhaite partager avec les habitants de la Terre. La vie, avec un grand V, est bien plus riche, généreuse et complexe que ce que l'on imagine. Pour en saisir ne serait-ce qu'un aperçu, nous devons aller à sa rencontre avec les yeux d'un enfant. Cela implique de laisser de côté nos croyances et nos préjugés pour nous ouvrir à l'impossible. C'est ainsi que nous accédons à un autre univers, mystérieux et magique.
Ce constat me ramène aux propos de Pandora et Vénus au sujet des terriers. Nous sommes semblables à des nouveau-nés avec tout à apprendre. Après plusieurs heures d'exploration, Aidan et moi rentrons finalement au campement. Durant notre balade, 13 personnes ont été appelées. J'ai mémorisé les numéros de tous les candidats de ma cohorte et je me demande comment Sam s'est débrouillé. Depuis hier, je pense beaucoup à lui et une part de moi se sent coupable de l'avoir abandonné. La loyauté est une valeur qui me tient particulièrement à cœur, mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir suivi Aidan. Son bagage d'expérience est précieux et je suis reconnaissante de pouvoir en bénéficier. Lorsque vient mon tour, je me précipite vers la station 6 sans même prendre la peine de compter mes pas. J'ai l'impression de flotter au-dessus du sol tant mes vibrations sont élevées. Cependant, ma bonne humeur s'estompe dès que j'aperçois mon évaluateur. C'est le même homme que lors de mon épreuve précédente et il me décoche le même regard glacial. En revanche, il a changé de look. Hier, il portait un simple sarouel couleur crème et des sandales, tandis qu'aujourd'hui, il est drapé d'un manteau doré à colo, parfaitement taillé pour épouser sa silhouette imposante. Sous ce manteau, il arbore une chemise beige assortie à un pantalon noir bien coupé et des chaussures en cuir brillant. Malgré la chaleur accablante, pas une goutte de sueur ne perle sur son front, comme si la température n'affectait en rien son aura glaciale. Si je dois le côtoyer, autant lui donner un nom, et l'image d'Hannibal Lecter me vient immédiatement à l'esprit. À première vue, il semble intelligent et cultivé, inspirant même le respect avec sa longue chevelure blanche et sa prestance. Il est évident qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Pourtant, son apparence élégante et sa stature colossale ne parviennent pas à atténuer le trouble qu'il m'inspire. Ses yeux, d'un bleu pâle presque translucide, me dérangent profondément. Ils sont aussi froids et perçants que ceux du docteur Lecter, dégageant une absence totale de chaleur humaine. C'est comme si son âme avait disparu, laissant derrière elle une surface lisse et déshumanisée, un masque d'élégance dissimulant quelque chose d'insondable et d'étrangement inquiétant. Peut-être est-il un hybride? En classe, Solaris nous a expliqué que plusieurs expériences génétiques avaient été menées par les plus hautes instances galactiques, donnant naissance à certaines races hybrides. Si ça se trouve, Hannibal est un croisement entre l'homme et le Spinosaurus. D'après mes lectures, ce prédateur colossal était le plus grand et le plus redoutable de son époque sur Terre. « Vous êtes charmant », dis-je en guise de bonjour. « Je ne suis pas là pour sympathiser avec toi, mais pour t'évaluer », réplique-t-il sèchement. Je roule des yeux. Un sourire aurait quand même été le bienvenu. Alors, de quoi s'agit-il? Tu le découvriras bien assez vite. Aujourd'hui, tu as 30 minutes. Il m'ordonne de me retourner et me bande les yeux avec un tissu rugueux, semblable à du papier sablé. Avant de pénétrer dans la cabane spiralée, je lui adresse une grimace. Réaction plutôt enfantine, je l'avoue, mais ça a été plus fort que moi. Allez, Vodia, concentre-toi. Je me sers de mes mains comme bouclier et avance prudemment dans la pièce. Contrairement à hier, il y a des obstacles partout, mais je parviens à les contourner sans trop de difficulté. Du moins, jusqu'à ce que ma rotule percute une barre d'acier. Un juron m'échappe, ce qui risque de me faire perdre quelques points. Je me ressaisis et continue d'explorer mon environnement. Après quelques minutes, je sais à peu près où se situent les pièges, mais je peine à comprendre ce que je dois faire. Il doit y avoir un objectif précis. Je décide de refaire le tour du rez-de-chaussée, tâchant de détecter un indice ou une indication. Putain, la barre d'acier a changé de place et cette fois, elle s'en est prise à mon front. Une odeur métallique flotte dans l'air et je sens que du sang s'échappe de ma plaie. Aidan m'a dit que ce genre d'accident était fréquent. Je prends une profonde inspiration pour ne pas me laisser submerger par la colère. Mais Hannibal semble s'amuser à mes dépens et mon corps est désormais une ecchymose géante. Je ne suis plus seulement en colère, j'ai envie de lui trancher la gorge et je résiste de toutes mes forces pour ne pas arracher mon bandeau. Si ce n'avait été de l'entraînement rigoureux que j'ai reçu, je serais assurément tombée dans le piège. Malgré les secondes qui s'égrènent, je prends un temps d'arrêt pour réfléchir. Voyons voir. Qu'est-ce qui est inscrit dans mon dossier? Le premier point qu'Alpha a noté m'apparaît à l'esprit. Elle désire résoudre ses problèmes d'elle-même. Elle est son propre maître. Elle porte seule son fardeau. Mon intuition me dit que cette épreuve y est liée, mais j'ai besoin de plus d'informations pour en être sûre, alors je poursuis ma réflexion. Bingo, je viens de trouver. Lorsque Solaris m'a fait faire ce genre d'exercice, nous avons travaillé en équipe et il m'a guidé à travers les obstacles. C'est donc de cela qu'il s'agit. Je dois mettre mon orgueil de côté et demander de l'aide à Hannibal.
Ce ne sera pas évident de faire confiance à un sociopathe amateur de chair humaine, mais je suis convaincue que c'est ce qu'Alpha attend de moi. Cela me rappelle un proverbe africain. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Hé, monsieur le cannibale, vous voulez bien venir me donner un coup de main, la plège en sortant de la cabane. Il était grand temps que tu me le demandes. Sa voix dégage un mépris évident, mais ses états d'âme m'importent peu. Il ne reste plus que 15 minutes et 28 secondes. Je dois m'activer si je veux réussir cette épreuve. Je me téléporte à l'intérieur et attends ses instructions. Malheureusement, elle tarde à venir et la colère s'empare de moi. Eh oh, vous vous bougez un peu ou quoi? Il éclate d'un rire arrogant et je me retiens pour ne pas le gifler. Je le pourrais car il est juste devant moi. Son aura dégage une telle froideur qu'un frisson me parcourt l'échine. Je t'ai transmis les infos par télépathie, m'annonce-t-il sur le ton du défi. Zut, je n'ai rien capté. Je vais devoir me débrouiller autrement et je grimace à l'idée de créer une harmonie vibratoire avec lui. Il m'inspire une telle aversion que je doute d'être capable de me connecter à son monde intérieur. J'ai l'impression que son cœur est aussi dur que la pierre, mais soudain, des équations se mettent à valser dans mon esprit. Il y a donc un peu d'humanité en lui, et j'utilise la technique que Solaris m'a enseignée pour trier les informations que je reçois. Eureka, je sais désormais ce que je dois faire. Enfin, en partie. Je lui demande de me guider jusqu'au 2e étage, puis j'ouvre la 3e porte à ma droite. Tu peux retirer ton bandeau, lance-t-il. Je pousse un soupir de soulagement. La peau autour de mes yeux me brûle, et j'espère qu'il y a de l'aloès dans la forêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bafouillai-je? Hannibal a joué avec le volume de la pièce et des centaines d'enfants sont entassés les uns sur les autres. Un cahier et un stylo se trouvent sur le pupitre à ma gauche et il m'ordonne de les prendre. Leur vie est désormais entre tes mains, annonce-t-il gravement. Il te reste 9 minutes et 3 secondes pour inscrire le nom de ceux que tu désires sauver, mais attention, il n'y a que 98 places sur le vaisseau d'Elaila. J'ai hâte de voir sur quels critères tu te baseras pour prendre tes décisions. Ce ne sont pas des choix simples à faire et j'espère que tu te débrouilleras mieux que moi. Oh merde! La vérité me frappe en plein visage et je peine à croire que j'ai traité le président du conseil du système solaire de cannibale. À moins qu'il ne soit qu'un hologramme. Pour en avoir le cœur net, j'ai la brillante idée de lui donner un violent coup de poing sur le nez et sa peau cicatrise aussitôt. Oh que je suis dans la mouise! J'ai frappé Alpha en pleine poire et tout le monde en a été témoin. Les élèves, les professeurs, la directrice et même ses conseillers. Mortifié, j'attends maintenant le jugement dernier, mais sa voix polaire me rappelle que j'ai une épreuve à relever. Il te reste 7 minutes et 53 secondes. Tu conviendras que c'est peu pour décider du sort de centaines d'êtres humains. Mais c'est le genre de situation à laquelle je suis constamment confrontée et je ne te mentirai pas. Cela m'a un peu froissé d'apprendre que tu désapprouvais mes choix. Si ce n'était de moi, tu ne serais pas ici, s'exclame-t-il avec suffisance. J'aurais aimé recevoir quelques remerciements de ta part, mais tu sembles croire que je n'en suis pas digne. Et maintenant, au boulot. Son index, de la grosseur d'une batte de baseball, pointe en direction des enfants. Même si je me doute que ce ne sont que des hologrammes, mon estomac se tord. Leurs visages, marqués par les larmes, me supplient du regard. Comme les seins d'Alcyona, c'est une vision qui n'a pas fini de me hanter. Allez, Vodia, concentre-toi. Lorsqu'Alpha a parlé de critères, une sensation familière a émergé, comme si j'avais déjà eu cette discussion avec Elaila. Je plonge dans ma mémoire pour faire jaillir les bonnes infos, mais cela prend plus de temps que prévu. Probablement parce qu'Alpha me regarde, l'air de se dire « Ma pauvre enfant, tu ferais mieux d'abandonner ». Eh bien non, je n'abandonne jamais. Au dernier moment, je griffonne quelques mots dans le carnet. Intelligence, ouverture du cœur, brin d'ADN. Ce sont les 3 critères que j'ai réussi à me rappeler, mais la chevelure impeccablement lissée d'Alpha oscille de gauche à droite. Je t'avais demandé d'inscrire les prénoms de ceux que tu désirais sauver. C'est dommage parce que tes réponses sont bonnes. Grrr! Son arrogance me rend folle et je me précipite hors de la cabane. Sinon, je risque de lui en remettre une couche en pleine figure. Cette fois-ci, je doute qu'il puisse passer l'éponge et je ne veux pas me retrouver au fond d'un trou noir. Au pas de course, je regagne mon campement et informe Aidan que je vais chercher du bois pour la nuit. La colère bouillonne en moi et il vaut mieux que je me défoule sur les bûches plutôt que sur lui. « Tu me prêtes ta hache ?» je demande. J'aimerais bien, mais on me l'a volée. Son expression est empreinte de honte et mes sourcils se froncent. Pourquoi te sentir coupable? Ce n'est pas ta faute s'il y a des sans-cœurs parmi nous.
Je ne crois pas que nos camarades en soient responsables. Mais dis-moi, as-tu bien performé? Non, soupirai-je. Et toi, as-tu été appelé? Quelques minutes après toi, et je m'en suis bien sortie. C'est pourquoi je pense qu'Alpha est le coupable. Dès qu'une équipe se démarque, il fait tout pour nous embêter. En parlant d'Alpha, j'ai eu l'immense privilège de le rencontrer en personne, persiflai-je. Ses yeux s'écarquillent. C'est vrai, pourtant personne ne l'a jamais vu sur le terrain. Es-tu sûr que c'était lui? J'acquiesce avec assurance. Visage anguleux, chevelure blanche comme neige, yeux bleus translucides et charisme glaçant. Ah oui, et il a la taille d'un séquoia. C'est bien lui et c'est vraiment étrange. C'est mon 3e championnat, mais je ne l'ai croisé qu'à la cérémonie des médailles. Considère-toi chanceux, c'est un être odieux. Mes paroles semblent le scandaliser. Ne dis pas ça, il pourrait t'entendre. Je m'en fiche. De toute façon, il sait déjà ce que je pense de lui. Ce n'est pas une raison pour le crier à tue-tête. Je sourcille. Je te signale que c'est toi qui cries comme une fillette. Et dis-moi, pourquoi le crains-tu autant? C'est évident, non? Il peut détruire l'univers d'un simple claquement de doigts. Et alors, ce n'est pas parce qu'il a d'étonnantes capacités que nous devons trembler devant lui. Je l'ai d'ailleurs remis à sa place. Il me fixe désormais avec curiosité. Qu'as-tu fait? Je lui ai fracturé le nez, mais c'était involontaire de ma part. Je désirais simplement m'assurer qu'il n'était pas un hologramme. Non. Sa réaction vaut tout l'or du monde et j'éclate de rire. Je vais le payer cher, n'est-ce pas? Eh bien, cela dépendra de la réaction du public. Aussi orgueilleux soit-il, Alpha tient à ce que les gens aient un bon spectacle et ton geste risque de rester gravé dans les annales d'Utopia. Au moins, je n'aurai pas tout perdu, je me dis, réalisant que mon corps me fait atrocement mal. Je frotte mes mains ensemble pour stimuler la circulation d'énergie, puis j'applique mes paumes sur les bosses de dromadaire qui recouvrent mes tibias. Mais ma combinaison bloque le flot d'énergie guérisseuse, alors je décide de retourner à la rivière. J'agrippe nos gourdes et ma canne à pêche, mais avant de me laisser partir, Aidan insiste pour soigner la plaie sur mon front. Ma peau cicatrise beaucoup moins rapidement que celle d'Alpha, mais l'odeur de sang finit par disparaître. Alléluia! Si j'avais eu le ventre plein, j'aurais certainement vomi, et je suis convaincue que ce n'est pas ce genre de spectacle que le public et les membres du conseil apprécient. En chemin, 4 autres personnes sont appelées, cette fois à la station 3. Aidan l'a baptisé Tripalium. C'est le nom d'un instrument de torture, ce qui ne laisse présager rien de bon. Lorsqu'il m'en a parlé, les paroles de Solaris me sont revenues en mémoire. Dans les semaines à venir, il est possible que tu souffres, et lorsque tu te sentiras perdu, souviens-toi que je ne suis pas ton ennemi. Il avait prononcé ces mots à mon arrivée à Utopia, et à cet instant, la signification devient claire comme le cristal. La douleur n'est pas seulement un mal à endurer. Elle peut être une alliée précieuse si nous savons écouter le message qu'elle a à nous transmettre. C'est une sorte de guide impitoyable qui nous pousse à explorer les profondeurs de notre propre être, à confronter nos faiblesses et nos peurs les plus intimes. La souffrance est une épreuve, certes, mais elle offre aussi une occasion de croissance et de transformation. Je me rappelle combien j'ai lutté contre cette douleur intérieure, combien j'ai cherché à la fuir, à la cacher derrière des couches d'indifférence et d'armure protectrice. Mais maintenant, je comprends que ces armures n'étaient que des obstacles, des barrières contre la véritable compréhension et la guérison. En laissant tomber toutes ces défenses, en me confrontant directement à ma propre vulnérabilité, j'ai commencé à ressentir un soulagement inattendu. Il semble que la douleur, lorsqu'on l'affronte avec courage, s'estompe d'elle-même, sans effort particulier de notre part. Ce processus de lâcher-prise est paradoxalement ce qui me permet de me sentir plus légère, plus libre. C'est comme si la souffrance, en fin de compte, n'était pas une ennemie, mais une sorte de mentor sévère, me montrant le chemin vers une forme plus profonde de paix intérieure. Parvenue à la rivière, je m'assure d'être seule avant de retirer ma combinaison. Je l'accroche à une branche d'arbre, dépose ma canne à pêche et les gourdes au pied de celui-ci. Après avoir testé la température de l'eau avec mes orteils, je plonge la tête la première. Elle s'est réchauffée depuis ce matin. Les rayons dorés du soleil miroitent sur ma peau et les yeux clos, je m'imprègne de cette douce sensation. Je glisse ensuite sur le dos pour admirer le ciel fuchsia parsemé de fins nuages. Franchement, il n'y a rien de plus impressionnant. On se croirait dans le monde des bisounours et j'aimerais que Solaris soit là. D'un simple claquement de doigts, il ferait apparaître un arc-en-ciel au-dessus de nos têtes et nous pourrions aller nous balancer au sommet.
La mélodie un peu plus haut, un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland résonne soudain dans ma tête, comme un écho venu d'ailleurs. Ma mère m'a raconté comment elle avait versé des larmes l'année avant ma naissance, lorsqu'il avait chanté cette chanson sur les plaines d'Abraham avec Ginette Renaud. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Tends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. Allez, chante avec moi. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. Soudain, un poisson frôle mon mollet, me faisant immerger de ma rêverie. Même si Alciona nous a conseillé de profiter de nos moments d'intimité pour nous recentrer, j'ai mieux à faire que de me perdre la tête dans les étoiles. Je me précipite pour récupérer ma canne à pêche, mais elle a mystérieusement disparu, tout comme ma combinaison et mes bottes. Dites-moi que je rêve. Moi qui croyais que cette journée avait déjà mal commencé, me voilà maintenant nue comme un verre. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée et j'essaie désespérément de ramasser quelques feuilles pour me couvrir aux endroits stratégiques. Hélas, je n'ai pas de corde pour les maintenir en place et la panique menace de me submerger. Respire, Evodia, respire et réfléchis. Mon regard balaie nerveusement les environs jusqu'à ce que je repère un grand tilleul. L'écorce. Peut-être que je pourrais l'utiliser pour attacher ma tenue improvisée. Le cœur battant à tout rompre, je m'attelle à la tâche et le résultat est vraiment moche. Je ressemble à une espèce de guirlande végétale vivante, mais c'est le mieux que je puisse faire. À la hâte, je fabrique des sandales rudimentaires pour éviter de me faire trouer les pieds par les épines de sapin, puis je remplis nos gourdes avant de rentrer au campement. Tout au long du trajet, 2 drones me suivent comme des ombres. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Je vais être la risée de l'école. À 2 reprises, j'envisage sérieusement d'appuyer sur le bouton d'urgence de ma montre. Cela mettrait aussitôt fin à ce cauchemar, mais je sais que c'est exactement ce qu'Alpha désire. Son esprit est encore plus tordu que je le pensais, et s'il ne tenait qu'à moi, il perdrait son poste de président. Pire encore, je lui retirerais toutes ses capacités et l'enfermerais dans un cachot avec Lacerta. Peut-être alors apprendrait-il quelques leçons d'humilité. Soudain, Aidan coupe court à mes sombres réflexions. Nom d'un chien, Evodia, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux verts parcourent mon corps à moitié nu et c'est comme si la digue cédait. Les larmes que j'avais contenues éclatent, incontrôlables. J'avais tant redouté de croiser quelqu'un sur le chemin du retour que j'étais à peine consciente du point de rupture où je me trouvais. Aidan, visiblement touché par ma vulnérabilité, m'invite gentiment à m'asseoir. Puis, sans un mot, il ramasse quelques branches de sapin et les dépose sur moi pour m'aider à retrouver un peu de dignité. « Merci », dis-je en essuyant mes larmes d'un revers de main. « Pas de quoi, et regarde, je t'ai trouvé de l'aloès. » Il me propose son aide que j'accepte volontiers. Mes mains tremblent, alors je risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Pendant qu'il applique délicatement le gel autour de mes yeux, je lui explique qu'Alpha m'a volé ma combinaison. Il fronce les sourcils. Ça ne lui ressemble guère de faire des trucs pareils. Il aime bien nous mettre des bâtons dans les roues, mais aller jusqu'à te dépouiller de tes vêtements, c'est vraiment fort. J'approuve d'un léger hochement de menton. Alciona nous avait prévenu qu'il allait nous pousser au-delà de nos limites, mais il a largement outrepassé les bornes. On est d'accord. D'un autre côté, ça veut dire que tu représentes une réelle menace pour les autres. Je soupire. Même si tu as raison, je ne vois pas comment je vais tenir jusqu'au matin. Lorsque le soleil va se coucher, je vais tomber rapidement en hypothermie. Ça n'arrivera pas, me promet-il avec assurance. Je vais tout faire pour te garder au chaud. Mais comment? On n'a même plus de hache.
Peut-être, mais on a toujours ta pierre à feu. Si je ramasse suffisamment de branches, nous devrions tenir jusqu'à l'aube. Allez, je n'ai pas de temps à perdre, lance-t-il en bondissant sur ses pieds. Attends, je viens avec toi. Il n'est pas question que tu fasses tout le travail. Par contre, je vais avoir besoin de feuilles supplémentaires pour cacher mon décolleté, persiflage. Son rire résonne dans la forêt, chaleureux et franc. Une fois de plus, je prends conscience de la valeur inestimable de notre alliance. Aidan est non seulement un partenaire fiable et attentionné, il a aussi le don de faire ressortir la gamine en moi. Dans la position grotesque dans laquelle je me trouve, c'est indispensable à ma survie, et peu à peu, je réussis à retrouver le moral. Lorsque mon tour arrive, je me dirige au pas de course vers la station 3, qui, à la différence de la station 6, ressemble à un œuf parsemé de trous de toute taille. L'image d'un morceau de gruyère me vient instantanément à l'esprit, me donnant l'eau à la bouche. Bizarrement, personne n'est là pour m'accueillir, mais je me dis que c'est une bonne chose. Cela m'évitera de mettre les pieds dans le plat. Je n'ai jamais eu autant envie de me venger, et si Alpha se trouvait devant moi, je ne sais pas quelle forme ma colère prendrait. Après avoir inspiré profondément, j'entre dans la cabane. Aussitôt, une vague glaciale de terreur me saisit. La lumière du jour filtre à travers les petits trous de fromage, projetant des faisceaux tremblants sur le sol. Aidan avait raison. Mon cœur s'arrête presque en voyant l'instrument qui trône au centre de l'œuf. Une machine infernale qui ressemble à un lance-pierre géant, doté de sangles attachées à des pieux en bois. Instinctivement, je cache mes mains derrière mon dos, comme si cela pouvait me protéger de ce qui s'en vient. Mais c'est inutile. Une force invisible me soulève brusquement dans les airs, et avant même que je puisse réagir, les courroies se referment violemment autour de mes chevilles et de mes poignets, me maintenant fermement en place. Alpha, fulminai-je intérieurement, la mâchoire crispée de rage. Je me débats furieusement contre ce piège étouffant, ma respiration saccadée et mes muscles tendus, quand soudain, un tourbillon d'étincelles dorées surgit dans la pièce. Et là, devant moi, il se matérialise, calme, impassible, un sourire suffisant aux lèvres. Plus tu résistes, plus les sangles se resserreront, prévient-il d'une voix qui rappelle celle d'Hannibal Lecter, avec une froideur calculée. Je fais fi de son avertissement, mais j'aurais mieux fait de l'écouter. À l'instar de Solaris, Alpha n'apprécie pas que l'on conteste son autorité. Les courroies se resserrent avec une intensité mordante, se transformant en papier abrasif contre ma peau. Une douleur aiguë se répand, me laissant avec la sensation désagréable de n'avoir plus d'épiderme. Je lui fais la promesse désespérée de ne plus gigoter. « En quoi consiste le défi ?» demandai-je, tentant de maîtriser ma nervosité. « C'est simple, je vais te poser quelques questions et tu devras répondre par oui ou non. Mais je te préviens, si tu manques d'honnêteté, tu te retrouveras la tête en bas. » Ça aide à éclaircir les idées, paraît-il. Cependant, si tu demeures trop longtemps dans cette position, il y a des chances que tu perdes la vue. Rien que ça. Je résiste de toutes mes forces pour ne pas l'envoyer paître, mais je réalise une fois de plus que je suis fait comme un rat. En silence, j'attends que l'interrogatoire débute. Ses premières questions sont plutôt banales. Il me lit les éléments qu'il a notés dans mon profil psychologique, vérifiant point par point leur exactitude. J'acquiesce à chacune de ses affirmations. Ensuite, il passe à mon profil émotionnel. Est-ce vrai que tu as le sentiment qu'il manque quelque chose à ton bonheur? Je hoche la tête en signe d'accord et il poursuit. Est-ce exact que tu as beaucoup d'amour à donner, à condition d'en recevoir autant? Encore un hochement de tête. Sa voix prend alors une teinte malicieuse. À ce sujet, mon petit doigt me dit que tu as récemment reçu beaucoup d'amour et de tendresse. Est-ce vrai? Merde. Cette question inattendue me fait rougir comme un coquelicot. Je ne veux pas causer de problème à Solaris ni susciter de scandale avec notre union. Je tente de répondre de manière convaincante. Non. Hélas, mon jeu d'actrice ne prend pas. Un mécanisme s'enclenche et je pivote de 45 degrés vers la droite, mon corps désormais parallèle au plancher. Les sangles se resserrent autour de moi, accentuant l'inconfort. Ton professeur ne t'a-t-il pas répété à de multiples reprises que le mensonge n'était pas toléré à Utopia, me menace-t-il, la voix implacable. Si. Dans ce cas, je te repose ma question. As-tu reçu beaucoup d'amour dernièrement? Non. Alpha se penche lentement, rapprochant son visage anguleux du mien jusqu'à ce que je puisse voir chaque détail de ses yeux glacés. Ils sont d'un bleu si clair qu'ils semblent presque transparents, exactement comme ceux du docteur Lecter.
Je ne peux m'empêcher d'imaginer Alpha avec un masque de cuir et une camisole de force. « Pourquoi le protèges-tu » me demande-t-il sournoisement. Je n'ai rien contre les amourettes de jeunesse. Au contraire, je trouve cela divertissant. Les amourettes de jeunesse, tu parles. Il sait pertinemment que Solaris et moi formons une paire depuis la nuit des temps. Nos sentiments n'ont rien à voir avec un flirt passager. D'ailleurs, je ne sais même pas si l'on peut parler de sentiments. L'amour qui nous unit est plutôt de l'ordre de l'évidence, et contrairement aux émotions humaines qui vont et viennent, il est immuable. Je ne protège personne et je ne sais pas de quoi vous parlez, rétorqua-je farouchement, le défiant du regard. Il ne semble pas apprécier mon insolence, car je me retrouve la tête à l'envers. Avec une aisance troublante, il utilise ses capacités psychiques pour défier les lois de la gravité. Il se place dans la même position que moi, la tête en bas, flottant légèrement au-dessus du sol pour que ses yeux glacés soient parfaitement alignés avec les miens. « Tu serais prête à perdre la vue pour cet homme ?» demande-t-il d'un ton hostile. « Mais je vous assure qu'il n'y a aucun homme dans ma vie » m'exclamai-je, feignant l'indignation. À ce moment, un drone s'interpose entre son visage et le mien. « N'oublie pas qu'il te regarde en ce moment. Il sera certainement déçu d'apprendre que tu ne partages pas ses sentiments » ajoute-t-il avec un sourire cruel. Peu importe ce que vous croyez, il n'y a personne dans ma vie. Vous l'avez dit vous-même, il manque quelque chose à mon bonheur, et ce quelque chose, c'est l'amour. Cela fait longtemps que je le cherche, et je ne l'ai toujours pas trouvé. Cette fois, je suis plutôt fière de ma performance, convaincue que le public va me prendre en pitié. En revanche, Alpha sait très bien que je bluffe, et la partie de poker continue. Si je te propose un contrat, vas-tu l'accepter, lance-t-il. Bien sûr, sinon, pourquoi serais-je ici? Pour montrer à tous que tu es une jeune femme courageuse. C'est effectivement l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu participer au championnat. Mais, par-dessus tout, je désire intégrer votre armée. Comme vous l'avez indiqué dans mon dossier, j'ai toujours eu l'impression de ne pas en faire assez pour aider les autres. Cette chance de servir me semble donc précieuse et je compte bien la saisir. Wow, je suis de plus en plus impressionnée par mes talents d'actrice, mais il ne mord toujours pas à l'hameçon. Le drone se déplace maintenant à ma droite et l'expression d'Alpha me rappelle l'hiver québécois. « Pourquoi ai-je le sentiment que tu me dis ce que je veux entendre ?» interroge-t-il avec une froideur glaciale qui me fait frissonner. Pourtant, c'est la vérité. Son regard perçant semble pénétrer au plus profond de moi et j'ai la terrible impression d'être aspirée dans les abysses de ses yeux de cannibale. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais te laisser réfléchir. On verra si tu tiendras le même discours demain. Demain? Je dois avoir mal entendu. « Vous ne pouvez pas me laisser dans cette position pendant des heures » m'exclamai-je, paniquée et révoltée. « Bien sûr que je le peux. » Son sourire crapuleux est la dernière chose que j'aperçois avant qu'il se dématérialise. Sans aucun remords, il m'a abandonnée à mon triste sort et je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de marcher sur les mains, mais je ne maintenais jamais la position plus de 3 minutes. Ma mère craignait que le sang ne me monte au cerveau et elle n'avait pas tout à fait tort. Lentement mais sûrement, ma tête se transforme en ballon d'hélium et la sensation est particulièrement désagréable au niveau des tempes et du cuir chevelu. Pourtant, j'arrive à supporter la douleur. Du moins pendant 2 heures 50 minutes et 44 secondes, après quoi les choses prennent une tournure beaucoup plus difficile. J'ai l'impression qu'un poids de 100 livres a été déposé sur mes poumons et respirer devient de plus en plus ardu. Alpha ne semble guère se soucier de mon état car je suis toujours seule dans la cabane. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Le drone s'amuse à me filmer sous tous les angles et les gens dans l'amphithéâtre ne pourront pas me reprocher de ne pas leur avoir offert un bon spectacle. Malgré mes efforts, je crains que tout cela ne soit vain. Je suis au bord de l'évanouissement, mais la guerrière en moi refuse de se déclarer vaincue. Il doit bien y avoir un moyen de surmonter cette épreuve. Soudain, une intuition me traverse, m'apportant une solution à laquelle je n'avais pas pensé. Si j'arrive à projeter ma conscience hors de mon corps, je pourrais échapper à ces symptômes désagréables. Voyons voir, comment Solaris s'y prend-il? Je me souviens qu'il m'a dit que nous devions être dans un état de relaxation profonde. Pour m'aider, je ferme les yeux et me concentre sur les battements de mon cœur. Boum, 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 boum. Malgré l'impitoyable douleur à la tête, le rythme constant m'apaise. Après 88 battements, je suis molle comme une poupée de chiffon. Mes pensées ont déserté, me laissant focaliser uniquement sur mon énergie de vie. Je me sens vibrante comme jamais, encouragée à poursuivre l'expérience. Oh, une sensation étrange m'envahit. Mon âme semble se détacher de mon corps, du moins, c'est ainsi que je le ressens.
Flottant désormais au-dessus de mon véhicule physique, je ressens une libération totale. Une vision à 360 degrés s'offre à moi, une expérience que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Mais ce qui est encore plus prodigieux, c'est que l'âme répond aux intentions que j'aimais. En un instant, je traverse le mur troué et je me retrouve à l'extérieur de la cabane. L'envie d'explorer me titille, mais Solaris a recommandé d'y aller de façon progressive. Par prudence, je décide donc de rester dans les alentours, mais j'ai le malheur de croiser Alpha. Enfin, pas en chair et en os, mais je reconnais son aura glaciale. La peur me saisit et je suis brutalement ramenée dans mon corps physique. Le retour est éprouvant, comme si j'étais engoncée dans une camisole de force invisible. Je comprends alors d'où provient mon sentiment d'enfermement. Lorsqu'on goûte à la liberté de l'âme, il est naturel de percevoir notre véhicule physique comme une prison étroite. Maintenant que j'ai découvert comment quitter ce carcan, je referme les yeux pour tenter à nouveau l'expérience, mais je les rouvre presque immédiatement. Alpha s'est matérialisé devant moi, entouré d'un halo d'étincelles dorées qui dansent autour de ses cheveux flottants. Tu es une jeune femme surprenante, Evodia. C'est la première fois qu'une élève de première année réussit une sortie de corps. J'espère cependant que tes petites péripéties ne t'ont pas détourné de l'essentiel. Réfléchir sur ta situation actuelle. Je me vois contrainte d'acquiescer. Je suis à 2 doigts de perdre connaissance et l'air ne semble plus parvenir à mes poumons. En quelques secondes à peine, le mécanisme du tripalium me ramène à ma position initiale. Malgré cela, ma vision est de plus en plus floue et mes tempes pulsent douloureusement. Voyons si tu as bien assimilé la leçon, raille-t-il. Est-ce qu'un homme a récemment réussi à faire battre ton cœur? Oui, je réponds faiblement. Un sourire malicieux étire ses lèvres, un rictus qui en dit long sur sa satisfaction. Pourrait-on connaître son prénom? Vous le savez déjà, puisque vous avez des yeux tout le tour de la tête. En effet, mais eux, ils ne le savent pas, lance-t-il en pointant le drone d'un geste du menton. Un instant, je pense à Solaris, me disant que le cœur doit lui débattre, mais il n'a pas à s'en faire. Je préfère 1000 fois mourir que de trahir sa confiance. Ma vie amoureuse ne concerne que moi, protestai-je avec fougue. Oh mince, pour la seconde fois, me voilà la tête en bas, et mon corps ne peut plus le supporter. Très bien, vous avez gagné, dis-je, épuisé. Je vais vous révéler son prénom. Je m'attendais à ce qu'il déclenche le mécanisme, mais non. Ses yeux polaires me scrutent, attendant de voir si je vais réellement vendre la mèche. Je n'ai plus qu'une seule option, et dans un souffle, je lâche. C'est Aidan. Un rire éclate, résonnant comme le son d'un tuba détraqué. Ce jeune homme et toi avez peut-être réussi à berner quelques spectateurs, mais je ne suis pas aussi crédule. Je te redemande donc, et pour la dernière fois, de qui es-tu véritablement amoureuse? Je le toise longuement d'un regard farouche, lui signifiant que je ne plierai pas. De toute façon, l'inconscience m'appelle, et je mets fin à cette charmante discussion en lui disant d'aller au diable.